Cette semaine, on visite la fromagerie du Vieux-Saint-Joseph. On y découvre chaque étape de la production de fromage, de l'élevage à la confection. Là, ici, on est dans la fromagerie, on est dans la pièce principale où ce que la magie s'opère. Ici, derrière nous, on a le pasteurisateur. Et là, aujourd'hui, vu qu'on est en production depuis très tôt ce matin, là, on a fabriqué du fromage. C'est le fromage qu'on a fabriqué ici, c'est le Brobiol. C'est un fromage à pâte molle, croûte fleurie, qui va éventuellement s'affiner dans une semaine et qui devrait être prêt. Et là, il est à son premier stade d'égouttage dans les moules. D'accord. Dès qu'on a fini de le mouler, là, il va passer une nuit à se reposer. Demain, on le coupe. Le Brobiol, c'est le petit rond, là, comme ça? C'est ça, exactement. C'est la petite qui a l'air d'une petite bûchette. Oui. Donc, ça prend combien de litres pour réaliser la petite bûchette, comme tu dis? La petite bûchette, c'est toujours en fonction de la capacité de production du pasteurisateur, parce qu'il y a une capacité minimale à pasteuriser. En général, ici, on parle d'un pasteurisateur que sa capacité minimale à faire, c'est 250 kg. Et on parle en tout et partout d'une cinquantaine de kilos de fromage. Pour un fromage de début de saison, peut-être un peu moins. Ah, OK, quand même. C'est énorme la perte. On a grandi à la campagne, donc on a eu la chance d'avoir un grand-père vigneron. On vient de la Moldavie, ici au Québec depuis 2002. Et donc, on a passé toute notre enfance à la campagne, parmi les vignes, à élever des animaux, travailler la terre. Quand on est tombé sur cette entreprise-là, on cherchait un bout de terre à travailler, à avoir, disons, un peu la paix de la ville, avoir un petit cachet à la campagne. Et quand on est tombé sur la fromagerie ici, donc on a tout de suite compris que c'est quelque chose qui était fait pour nous. C'est sûr que l'élevage des animaux, ça nous rejoint avec notre expérience passée. Le travail de la terre surtout. On n'avait pas beaucoup d'expérience dans la fabrication du fromage. Des formations se sont suivies avec les mois et les années qu'on doit faire obligatoirement pour pouvoir opérer une fabrique de fromage. Ça va de soi aussi pour un peu de formation sur l'élevage également, pour se recadrer et voir en fait comment l'élevage fonctionne en général au Québec. Donc, après les étapes, grosso modo, le lait, quand il arrive, d'après ce que je comprends, s'en va là-dedans? C'est ça. Le lait va rentrer dans le pasteurisateur. Oui. On va pasteuriser, donc on parle d'une température de 63 degrés pour un minimum de 30 minutes. Et par la suite, on va refroidir le lait. C'est là où il va être prêt à accueillir les ferments. Après qu'on a installé les ferments, bien évidemment, il y a une période de maturation des ferments. Le ferment, c'est ce qui amène la multiplication des bactéries? C'est ça. Les ferments, donc, ils vont amener le goût, la texture, la couleur, bien évidemment. C'est ça qui va, en fait, créer l'identité du fromage. Donc là, il y a une température à respecter parce que les ferments, ils sont à leur meilleure action. On parle aux environs entre 30 et 33 degrés pour le lait. Et par la suite, bien, il y a une période minimale à respecter où ce que la maturation va se faire. Et cette période-là peut durer à 3, 4 heures, des fois 10 heures, tout dépendamment quel genre de fromage qu'on va fabriquer. Il y a une autre étape qui s'ensuit qui est quand même assez proche, qui est l'emprésurage. Donc, c'est là où on va mettre la présure. Et, la présure va nous cailler le lait, hein? C'est exact. Donc là, elle va figer le lait et cette présure-là, elle va continuer aussi le développement des goûts des ferments. Donc, le travail des ferments n'est pas fini là. C'est sûr qu'il tombe plus au ralenti parce que la température va diminuer en bas de 30 degrés et c'est une maturation qui va être pas mal plus lente. D'accord. Ça donne un fromage nature, bien évidemment. C'est une matière première, autant pour des chefs cuisiniers que pour des pâtissiers.
Donc, il y a des pâtissiers qui vont faire du gâteau au fromage avec ce fromage. Oui, c'est ça que j'allais te dire. J'allais dire, on peut les prendre puis les transformer Ah oui, on peut le prendre pour faire du tartiné, même avec de l'ail, on peut continuer dans le fromage, on peut persil, la l'intégrer. ciboulette et puis tout ça. Là. C'est exact, on peut le faire en style boursin. Oui, oui, c'est ça. Une espèce de fromage à tartiner. Ce fromage-là, sa particularité, plus qu'on le fouette, plus qu'il devient liquide. Donc là, on peut jouer les consistances. OK. Plus on le fouette, plus il devient liquide. Donc, ce qui veut dire que plus il se prend d'air, plus il devient liquide. Exactement. Il fait le sens inverse. Oui, exactement. Parce que normalement, plus on fouette, plus la consistance consiste. Mais là, lui, c'est l'inverse. Lui, c'est l'inverse. Plus qu'on l'agite, plus que le fromage il devient liquide. Et c'est là où on peut chercher différentes consistances et développer des recettes. Vraiment, les possibilités sont vraiment infinies. Là. Intéressant. L'étape d'après, c'est quoi? On le prend, on le brasse, on le... Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien évidemment, il y a l'étape de la coupe. Donc, on va utiliser des couteaux pour couper le caillé. Par la suite, on va sortir le caillé et on va l'installer dans des sacs. Par exemple, ce matin, on a commencé l'égouttage à 4 heures. Et ça s'est égoutté jusqu'à 11 heures, presque midi. Et on retourne les sacs à fur et à mesure. Et c'est là où le petit lait va se séparer du fromage. Tout se passe sur cette table-là, c'est là où on va le mouler. Donc là, ici, on est un fromage moulé qu'on appelle. Donc là, il va continuer encore s'égoutter, mais il n'y aura pas égouttage aussi intense qu'avant. Donc là, il s'égoutte et on va commencer les retournements. Donc à fur et à mesure qu'on va retourner le fromage, c'est là où on va donner la chance au fromage de s'égoutter de façon proportionnelle autant d'un côté que de l'autre. Pour certains fromages, comme celui-là par exemple, on va le saler avant de le mouler. Dans d'autres fromages qu'on va faire à pâte molle, encore croûte fleurie comme le Brobichon, donc là on va vraiment mouler avant. Il va continuer à s'égoutter toute la nuit et c'est le lendemain qu'on va le saler. Donc là, c'est tout dépendamment de la recette. D'accord, OK. Ça y change l'aspect, le goût aussi. Et ça le prépare aussi pour sa formation de la croûte. Oui, pour l'affinage après. Les défis sont énormes. On peut avoir une idée comment on fait des fromages. Étant aussi longtemps qu'on n'a pas les deux mains dedans, on ne se rend pas compte des défis, bien évidemment. Sur le côté fabrication de fromage, on est littéralement dans un laboratoire. Donc, les étapes doivent être suivies à la lettre. Tout doit avoir une rigueur parfaite. De surtout pas manquer le coup parce que manquer le coup, manquer une production, ça a un coût assez élevé. Le fromage de brebis surtout, c'est le lait qui coûte le plus cher sur le marché. Les autres défis, c'était bien évidemment au niveau de la pomiculture. Donc vraiment surveiller l'évolution des bourgeons jusqu'à la cueillette des pommes. Et je pense que le plus grand défi, c'était de changer le nom de l'entreprise. Avant, ça s'appelait les Fromages du Verger. Maintenant, ça s'appelle la Fromagerie du Vieux-Saint-Joseph. Cette transition-là, avec un nouveau nom, rebâtir le nom, c'est assez ardu. Oui. Commence à le sentir. Oui. Là, on est dans la salle d'affinage des pâtes fermes. Ouais. Et donc là, on est entouré des pâtes fermes. On a des pâtes fermes qui sont vieillies 6 mois, on en a des 9 mois, on en a des 10 mois. Donc là, on est vraiment dans une salle où les fromages évoluent, où ils développent leur goût, autant pour la croûte que pour la pâte intérieure. D'accord. Et puis, pour obtenir ça prend combien de litres de lait? Donc là, d'habitude, quand on fait des pâtes fermes, on va faire transformer entre 450 et 500 litres de lait pour obtenir en tout et partout une 60aine de kilos. Wow! Au final. Au final. Au final. Au final. Et la perte d'humidité est énorme alors. Exactement. Puis, à fur et à mesure que les fromages s'affinent, bien évidemment, ils continuent à perdre de l'humidité, donc le poids diminue de plus en plus avec le temps. Donc, c'est cela, tantôt, tu disais que le salage était fait par le dessus. Exactement. Donc là, après qu'on va démouler ces fromages-là, là, on va les plonger dans le sel pour environ une journée. Et par la suite, là, on va commencer à faire leur croûte et à travailler la croûte de façon très ardue. Est-ce que de temps en temps, tu mets un peu de gnôle et tu les frottes de même là, pour leur parler? Non? Oui, bien évidemment.
C'est sûr et certain que les fromages, ils ont besoin d'une attention particulière. Ouais. Et c'est l'œil de la personne qui les affine qui peut seulement le connaître. Donc souvent, il y a des fromages qui vont être frottés à sec et seulement retournés. Il y a d'autres fromages qui vont avoir besoin d'un peu de jus de pomme pour leur donner le goût à la croûte et rajouter un peu d'humidité. Et il y en a d'autres qu'il va falloir juste tourner et qu'on continue à les surveiller de très près pour qu'ils continuent à s'affiner de la façon qu'on veut. D'accord. Donc on a un bon candidat ici. C'est un bon petit mâle, il y a environ une semaine. La race s'appelle la Coon, donc c'est une race française laitière. Oui. Et c'est des animaux qui sont très dociles. Le pâturage, hein? Oui, exactement. Ça, hein? Ouais. Là, c'est rendu l'heure de la nutrition. OK. Donc là, d'habitude, on va commencer le nettoyage. Là, il est monté là-bas dessus. Là, il cherche sa mère. Ah, tu vois, les autres mères, il va falloir qu'on intervienne. Donnez-moi 2 secondes. Après, il faut les isoler quand c'est comme ça? Ouais. Il est parti là-bas, non? Dans le trou là-bas? Juste ici. Ici. Sa mère est là-bas, hein? Ouais. Je vais essayer de l'identifier. Elle est partie là-bas dans le coin complètement. Bon, on va le chercher avec. Elle est partie là-bas. Ouais. C'est elle, là. Elle vient d'identifier le petit. Elle va commencer à le prendre soin. Elle va commencer à le nettoyer. Donc là, on va juste remettre une autre clôture ici pour les isoler. Mais on va tout de même s'assurer qu'il n'y a pas une autre maman qui a accouché de l'autre. OK. Ben, ça se peut que c'est pas son petit. Ah, elle arrive. Ouais. C'est elle ici. Donc elle a son bébé ici. Ouais. Non. Viens. Ici. Ouais, voilà. Tiens. Et voilà. Bon, sacrée chose la séparation, hein? Ouais. Oh. Ici. Bon. Bon, je vais juste aller chercher des renforts. Ouais. Et on continue. Et là, les bébés, bien évidemment, ils vont passer une semaine et demie avec leur mère ici. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des parcs. Parce que là, ils sont assez grands, ils sont indépendants. Ouais. Ils peuvent se nourrir seuls. Donc là, après ça, on va ouvrir 5-6 cages et on va faire juste un parc où les mères et les petits sont ensemble. Okay. Donc là, les petits vont commencer à se développer plus parce qu'ils ont plus en interaction avec les autres petits. Et par la suite, bien, on va commencer le sevrage où le petit va être séparé de la mère pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures, 12 heures. Okay. Bien évidemment, on surveille tout ça pour que le bébé puisse se nourrir seul. Il commence à être, on l'initie au grain, surtout au foin. Il mange moins de grains, mais c'est surtout le foin qui est très important. C'est sûr qu'on n'est pas là pour seulement la viande, pour les agneaux. Ce n'est pas une race pour la viande. Donc nos brebis laitières, c'est surtout pour le lait. Ce précieux lait-là qu'on va récolter pour faire nos fromages. Parce que la fromagerie, c'est l'activité principale du site. Par la suite, bien, on fait l'élevage également des porcs de pâturage. Et c'est un élevage qui est un élevage rustique.
un pâturage qui est quand même très grand pour les porcs qu'on déplace souvent. On joue beaucoup sur l'alimentation saine et la liberté des animaux. Nos porcs sont engraissés au petit lait. C'est notre, c'est notre spécialité. Tout ce qui s'égoutte de nos fromages, on essaie de ne pas avoir des pertes. Donc tout ce petit lait précieux-là, il est tout de suite donné aux porcs et c'est très riche en protéines. Donc les porcs en bénéficient énormément. Ça met l'engrais en même temps, je pense, Oui, ça oxygène la terre? Oui, exactement. Ça met l'engrais en même temps. Ça fait tourner la terre parce que bien évidemment, un champ qui n'est pas labouré ne va pas produire. Donc c'est sûr que ça a un impact directement sur les arbres. Ça a un impact aussi sur la santé des animaux, mais surtout, c'est une terre qui est travaillée, qui est rafraîchie, si on veut. En symbiose avec l'animal, si on veut. Oui, au rythme de la nature, comme on dit. Notre verger est bio, on est accrédité par Québec Vrai pour tous nos fruits et légumes. Bien évidemment, des fruits, on en compte des pommiers, des poiriers, des pruniers. Légumes, et là on va aller dans tout ce qui est tomates, concombres. Et l'année passée, on a commencé un grand projet d'ail bio. Donc on va avoir de l'ail bio, deux sortes de l'ail. L'ail des musiques, bien évidemment, et une autre sorte qui est une sorte russe d'ail. On est fiers d'être bio. D'ailleurs, pour les pommes, ici, si on en compte entre 80 et 90 vergers à Oka et Saint-Joseph-du-Lac, il y en a seulement 5 qui sont bio. Donc, on compte parmi les chanceux. C'est bon. Comment s'est passé l'hiver que vous avez connu cette année? Donc, ça a été le premier hiver. Bien évidemment, on était chanceux d'avoir des températures assez douces. C'était très bien. On n'a pas eu de grandes difficultés au niveau élevage, au niveau mécanique de la machinerie, parce que il faut se faire un chemin, il faut déblayer, il faut tout le temps avoir un espace qui est dégagé, qui est prêt à circuler. C'est sûr que la fin de l'hiver, avec les 2 tempêtes, nous ont donné un bon fil à retordre. On a eu un bâtiment qui s'est effondré suite à une très grande accumulation de neige. Donc là, c'était un autre défi, des choses urgentes qu'il fallait reconstruire, retrouver les pièces. Donc c'est sûr que la fin de l'hiver, ça nous a réservé une très belle surprise. Oui. Tout à l'heure, on parlait des fromages faits avec les pommes d'ici. On a des produits très uniques, autant sur le marché québécois, canadien, qu'on peut dire dans le monde. Ici, on utilise de la pomme. Vu qu'on a un verger bio de pommiers, donc on va utiliser le jus de pomme bio pour fabriquer nos fromages. D'ailleurs, on en fabrique un à pâte molle, croûte fleurie, qui s'appelle le Brobichon. C'est un fromage où on va utiliser la pomme en début de production et par la suite, quand le fromage est prêt, là, on va le laver dans du jus de pomme pour lui donner la croûte. Ça le parfume, en fin de compte. Ça le parfume, exactement. C'est sûr qu'il y a des notes assez subtiles de pomme, mais c'est surtout le sucre de la pomme qui va aider à créer les réseaux de ferments. Ça va aider pour la fermentation. Exactement, oui, et la fabrication de la croûte, donc ça accélère. Et puis le second? Et le second, il s'appelle le pommé. Donc c'est un autre fromage où on va utiliser de la pomme. Par contre, cette fois-ci, c'est un fromage à pâte semi-ferme. Et c'est un fromage qu'on va par la suite vieillir pendant 3, 6 mois, 9 mois. Lui, qu'on a présentement ici, c'est un fromage vieilli 9 mois. On va encore intégrer du jus de pomme dans le lait, on va fabriquer le fromage. Et par la suite, on va utiliser le jus de pomme pour laver le fromage et lui donner la croûte. Donc, c'est ce que tu m'expliquais tantôt dans la chambre d'affinage. Exactement, oui, dans la salle. On va goûter ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc, c'est sûr qu'il va avoir une texture de brie. Et à fur et à mesure qu'il va s'affiner, donc il va commencer à être plus fondant de la croûte. Après, il va couler de plus en plus. Exactement. Oui. J'ai toujours aimé, il n'est pas beaucoup salé, celui-là. Là, ici, on va vraiment sentir et goûter le goût, un petit peu de pomme, mais bien évidemment, le côté lactique qui va embarquer. Et quand on va se rendre vers la croûte, là, on va avoir un goût de noix qui va apparaître. J'allais dire, on dirait qu'il y a un goût de noisette. Oui. J'allais dire noisette, moi, là, mais... Oui, il y a un goût de noix qui apparaît. Donc là, on joue vraiment sur le côté des fruits, sur la fraîcheur. Moi, je mange la croûte, hein. Moi, j'aime ça. Oui, la croûte. Puis, je trouve que c'est le vêtement du fromage. Oui, la croûte, c'est sûr que c'est une belle surprise à la fin. Très, très bon. On est fiers d'être ouvert à l'année et les clients sont très contents qu'on soit ouvert à l'année parce qu'ils ont accès au fromage, à la viande, aux charcuteries.
Mais d'un autre côté, on essaie de développer les affaires au-delà de la boutique, aller se faire connaître sur les marchés publics. L'année passée, on a eu la chance d'être présent au marché de Blainville, on était présent au marché de Saint-Eustache également. Et à la fin d'année, on s'est essayé de voir si ça peut bien fonctionner, le marché de Noël à Saint-Eustache. Et d'ailleurs, c'est sûr que ça a très bien fonctionné, on s'est fait connaître. On était parmi les courageux à affronter le froid avec des produits alimentaires. La visibilité était là. Et après, tu me parlais des charcuteries. Bon, les charcuteries sont faites avec la viande de nos porcs. Bien évidemment, on en a plusieurs. Dans ce que vous élevez ici, hein? Exactement. Donc, c'est charcuterie avec viande de porc de pâturage, engraissée au petit lait. Donc là, on a un saucisson ici avec du fromage. Par la suite, bien, on fait un saucisson qui est camberge et érable. Vous les fumez ici? Oui, hein? Sont faites chez nos bouchers parce qu'ils ont des fumoirs qui sont accrédités par le ministère de l'Agriculture, bien évidemment. On a aussi du filet mignon de porc qui est fumé au bois de pommier. Et bien évidemment, on fait notre propre jambon. On va goûter. C'est quoi comme fromage dedans que vous mettez? Ici, on va mettre du pommier. C'est sûr et certain que le côté fumé va prendre le dessus. Et le fromage, là, il va vraiment beaucoup aider à aller chercher d'autres petits goûts. Il y aurait du bacon et du fromage. Donc ça, tu me disais que c'était un bacon de longe, hein? Exactement, oui. Ce qu'on appelle le bacon français ou européen, un peu, là? Oui, c'est ça? C'est exact. Pas avoir peur de le dire, hein? Non. OK. Donc là, c'est sûr qu'on est sur un muscle très tendre. On met nettement moins de sel que dans les charcuteries traditionnelles. Donc, on n'a pas besoin de noyer la viande dans du sel pour lui donner du goût. On goûte le porc. Très, très bon. Dans les prochaines années, on compte bien évidemment continuer à développer des nouveaux fromages. Quand on a fait l'acquisition, on n'a pas acheté toutes les recettes parce que, bien évidemment, la capacité de production de la fromagerie est assez limitée. Donc, on voulait se garder un peu de place pour laisser notre empreinte également. Donc, faire des nouvelles recettes de fromage, autant aller dans les pâtes molles que dans les pâtes fermes. Faire d'autres recettes aussi qui tournent autour des charcuteries. Voyez-vous, amener toujours de l'innovation dans le domaine alimentaire et je crois que comme dans d'autres domaines, ça amène bien évidemment un air frais à la clientèle et ça développe une autre clientèle, mais ça garde les clients tout le temps informés, tout le temps à l'affût que, voyez-vous, on existe là, on a des produits forts, oui, mais on est toujours en quête de l'innovation, de la recherche et développement des produits de terroir. Johan, eh bien, je te remercie de nous avoir accueillis, puis au plaisir de se revoir. Bien évidemment, merci beaucoup, merci pour votre visite et c'est toujours un plaisir de faire découvrir des produits du terroir. Merci.